Pour les Catalans, avec pourquoi pas le pied gauche de Giovanni Van Bronckhorst, buteur au match aller lors de la victoire 3-0 du Barça, 4 buts à 1. Le Real rend un peu la monnaie de sa pièce pour le moment. Ouais, Ronaldinho est là, c'est lui qui a posé le ballon, c'est lui qui prend, il peut mettre à l'extérieur, il peut jouer extérieur du mur, vous voyez, passer à l'extérieur gauche, là où est Roberto Carlos. C'est lui qui a frappé. Voilà. Ah, magnifique! Salut. Oh, quel but! Bon, je vous l'ai annoncé. Ah oui, Olivier. Ah, mais je vous l'ai Quel consultant et quel buteur! 4-2. Magnifique. Il le met là où il faut, sur le côté gauche. Il ne peut pas y aller, Casillas. S'il ne voit pas le départ du ballon, il ne peut pas y aller. Ça passe au bon endroit, au bon moment. Et c'est 2 buts pour Barcelone. Juste un mot sur la liste des buteurs, j'y reviens. Allez, Zidane, Ronaldo, Eto'o, Raoul, Owen, Ronaldinho. Belle chanson. Ronaldinho avec Belletti. Intervention rageuse de Roberto Carlos. Fin du match, on écoute Bernabéu. Et on en vient à présent au dernier classico en date, le chef-d'œuvre. Alors là, le chef-d'œuvre. Voilà, je vais vous demander un mot à vous trois. Pierre, pour vous, c'est ça. C'est le chef-d'œuvre. C'est surtout comment cette équipe du Real Madrid n'a pas réussi à changer une seconde sa façon de jouer alors qu'elle prenait l'eau de toutes parts. Et c'est Mourinho. Donc la question, elle se pose d'autant plus. C'est un match où, peut-être pour ceux qui croient en Dieu, c'est la preuve que Dieu existe et il est catalan. Il est catalan. C'est sûr. Hervé. Bon, c'était pas terrible. C'est moyen. Mais c'est juste pour quelques approximations dans le jeu. Sort de ce corps. C'est par esprit de contradiction, non, Ouais. juste pour pas dire comme les autres. Non, non, c'est la cour d'école en fait. C'est le Barça qui joue comme dans Ouais. une cour C'est la d'école, leçon. sauf qu'en face c'est le Real. C'est juste ça. C'était le 29 novembre 2010, 600 millions de téléspectateurs, 13 champions du monde sur la pelouse et dans les tribunes, chanceux Christophe Josse et Reynald Denox. C'est parti, coup d'envoi de ce 161e Classico. Coup d'envoi donné par Özil et Benzema, titulaire. Premier corner en faveur du Barça. Frappé par Xavi, c'est à destination d'Alves, ça revient dans les pieds de Léo Messi, qui pique ce ballon, c'est sur le poteau. Et c'est la première occasion du match, c'est peut-être pas terminé. Le coup de tête de Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo. Et Dani Alves avec un peu d'espace qui peut centrer. C'est repoussé par Marcelo, mais dans les pieds de Pedro. Messi, Xavi, Messi. Messi qui écarte sur Iniesta, qui a encore une solution à sa gauche avec David Villa. Il a choisi l'ex et but. But d'ouverture du score et c'est merveilleux. C'est Xavi qui ouvre le score au terme d'une action extraordinairement collective du Barça. Il y a une passe qui est plus longue, qui est donnée en travers. Au Barça, on joue long aussi, mais c'est en travers. Et en travers, quand c'est entre Iniesta et Xavi, pas hors jeu. Il rentre parfaitement entre Pepe et Marcelo. Ces deux-là, ils se connaissent par cœur. Le ballon est légèrement dévié, mais alors quelle maîtrise. Parce que lorsqu'un ballon est dévié, il faut au dernier moment s'organiser. C'est ce que fait parfaitement Xavi. La réactivité ahurissante. Messi sur David Villa. S'est débarrassé lui de Sergio Ramos. Il met dans l'axe sur Busquets. Iniesta. Iniesta toujours. Iniesta qui a voulu glisser ce ballon à David Villa. Et ça repart du côté du Real avec une grosse sortie de Piqué, mais avantage laissé à Cristiano Ronaldo. Qui a au deux. Oh oui, bien, bon ballon, excellent vers Benzema. Tout juste devancé par Eric Abidal. Eric Abidal vraiment très bien placé dans son dos à l'opposé. Il a réussi à contrôler le joueur du Real là, et c'était assez difficile. Xavi, il a été stoppé régulièrement, mais avantage laissé aux Barcelonais avec David Villa. Il y a un bon coup à jouer là encore pour les Barcelonais. Et but! Et but de Pedro! Au terme encore d'une action de conservation, une action collective, c'est une démonstration. C'est une démonstration et ça fait 2-0 après 18 minutes. Xavi et Pedro. Comme vous disiez, Christophe, ils attendent toujours le bon moment pour faire la dernière passe. Là, ils ont fixé à droite.
Ils ont réussi ensuite, en déplaçant le jeu complètement à gauche vers David Villa, à le mettre face au jeu. Donc là, il est dans une bonne situation pour tenter le dribble. Alors certes, le ballon a été légèrement contré, mais Villa, dans un centre très très fort, parvient à donner un ballon qui va arriver à Pedro. Pedro n'a plus qu'à le pousser au fond. Et de la droite, ils ont libéré complètement David Villa qui peut aller en face de Ramos. Le centre, il est donné super fort. Casillas ne parvient pas à s'en saisir. Il ne peut que le dévier, que le repousser. Et Marcelo est devancé. Échange Cristiano Ronaldo, Guardiola. Et forcément, ça déclenche les hostilités. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Le 11 barcelonais uni comme un seul homme autour de son entraîneur. On ne touche pas à Maître Guardiola. C'est ce que viennent signifier ça. Allez, carton jaune à Victor Valdés et Ronaldo, histoire de calmer les esprits, de tenter de les calmer. Cristiano Ronaldo n'a jamais marqué contre le Barça. C'est peut-être une occasion pour lui. Et c'est aussi une occasion de relancer le Real Madrid dans ce match, le Real Madrid submergé. Ronaldo! Oh, c'est à quelques centimètres du pied du poteau de Victor Valdés. Ballon Et ça a détourné été d'ailleurs en touché, corner. c'est corner. Et le mur qui va se désagréger. Allez, regardez courir comme ça après le ballon. Ça fait mal pour eux parfois. Heureusement qu'ils le touchent beaucoup à l'entraînement, parce que là, dans ce match-là, ils en sont privés de manière assez spectaculaire. Messi qui lance David Villa, pas de hors-jeu. Et 3-0. 3-0 pour le Barça. Non, c'est impossible pour le Real. C'est peut-être trop facile pour le Barça, mais le Barça se rend ce match-là facile. Le Barça est au-dessus du Real, incontestablement. Et là, les Madrilènes avaient décidé d'aller chercher plus haut. Donc il y avait de l'espace là. Et vous voyez qu'au niveau de l'alignement, là, c'est difficile. Pepe, il a décidé, lui, de tenter de couvrir. Donc il va mettre David Villa en jeu. Toujours la passe croisée après l'appel croisé. Et David Villa qui se situe parfaitement, en bon buteur qu'il est. Il va juste croiser lui aussi parfaitement. Il est décalé sur la droite. Lassana Diarra pris par Xavi. Messi. Oui, Messi s'y voit Villa, il l'a vu. Et il n'y a toujours pas en jeu. Oh, c'est du grand art. Oh, c'est du grand art. C'est exceptionnel. C'est le football comme on l'aime. C'est réalisé à la perfection. Il y a tous les registres. Il n'y a eu qu'une seule vraiment grosse provocation avant celle de Mourinho, c'était Ronaldo qui a dit à voir s'ils nous en mettent autant qu'Almeria, il n'y en aura peut-être pas autant, mais ça fait déjà beaucoup. Et David Villa encore qui a la maîtrise, forcément il a le temps, beaucoup d'espace, donc du temps pour voir que Casillas au niveau des jambes, mais Casillas il a tout à faire, il est seul et il faut beaucoup boucher d'angle, c'est impossible pour lui. Allez, c'est le temps additionnel de ce 161e Classico qui a offert une démonstration en règle du Barça. C'est peut-être pas terminé. Est-ce que dans le temps additionnel ils vont ajouter une couche à les Barcelonais avec ce centre? Eh oui, l'un des remplaçants, Jeffrem, qui pousse ce ballon au fond des filets. Quand il y en a plus, il y en a encore du côté du Barça. 5-0. C'était un des titres aussi, je l'avais trouvé un petit peu présomptueux, il parlait de Manita, c'est-à-dire une main, 5 doigts. Je pense que Ronaldo en ce moment il doit y penser.
À voir s'ils vont nous en mettre 8, il n'y en aura pas 8. Mais c'est pareil. C'est pareil. À voir les têtes baissées de tous les Madrilènes, c'est pareil. Et on l'a vu, regardez, la Manita, et il y en a beaucoup. Il y en a 200 000. Face au Real Madrid qui vient en un seul match de prendre autant de buts quasiment que depuis le début de saison en championnat. Le Real n'avait pris que 6 buts en championnat depuis le début de la saison. Aucune équipe en Espagne n'était parvenue à inscrire 2 buts au Real. Une seule équipe cette saison avait inscrit 2 buts au Real, c'était le Milan AC en Ligue des Champions. Là, le Barça a atomisé le Real 5-0. Le Real subit sa première défaite de la saison et le Real dégoupille. Carton rouge. Carton rouge pour Sergio Ramos. Puyol, il est arrivé à nouveau là, alors que l'arbitre a fait son travail, a sanctionné. Carton rouge pour Sergio Ramos, c'est mérité pour cette intervention sur Léo Messi. Messi, lorsqu'il a entamé ce dribble, on le sentait. C'était celui de trop, celui que les Madrilènes ne pourraient pas supporter. Regardez, ils sont 3, 4, et là on sent vraiment qu'ils viennent en ayant l'air de dire on n'en peut plus, on n'en peut plus. Puyol qui se retrouve sympathiquement rejeté. Oui. Déjà tout à l'heure on l'a dit, Sergio Ramos sur David Villa, il était venu pour vraiment faire mal, et là il casse. Ça c'est pas une belle image du Real, ça c'est pas une belle image du Real. Je ne sais pas s'ils ont été beaucoup à parier dans le monde sur une telle débâcle, une telle déroute. Non, vous pouvez penser que c'était plus serré que ça. C'est terminé, fin de ce 161e Classico. C'est pas un succès, c'est bien plus que ça. Le Barça l'a emporté 5-0 face au Real. Les buteurs, Xabi à la 10e, Pedro à la 18e. Doublé de David Villa en début de deuxième période. Et Jeffren, dans le temps additionnel, a ajouté un 5e but. Magique et encore magique ce Classico. On est dans la nuit de l'EDD. On revit 20 ans d'équipe du dimanche, 20 ans en grand format, et on revit aussi ce moment très rare. C'était en 1995, le 1er octobre 95. On s'en souvient tous les amoureux de foot, tous les amoureux de sport. C'est le retour de Canto après sa suspension pour ce fameux coup de pied contre un spectateur à Crystal Palace. Pierre, plusieurs mois de suspension, il revient dans cette antre du football et dans ce merveilleux championnat qu'est le championnat anglais, qui l'avait consacré comme le plus grand joueur, je crois, de tous les temps de l'histoire de Manchester United. Moment fort, quand même, moment très fort. C'est pas la première fois qu'on a entendu autant de Marseillaises. On a vu fleurir tous les drapeaux français à Old Trafford. Et la dernière fois aussi. Non, parce que après c'est devenu une habitude, la Marseillaise, mais là c'était vraiment l'émergence de ça, je crois. Le retour de Canto, c'est face à Liverpool. Il ne rate pas son retour. Vincent Aduro était sur place ce jour-là. Et voilà Eric Cantona qui foule à nouveau la pelouse d'Old Trafford pour un match officiel. Ça fait plus de 8 mois qu'il n'a pas joué ici. La dernière fois c'était le 22 janvier 1995 dans un match contre Blackburn. Canto avait marqué le but de la victoire, une superbe tête en pleine lucarne. À ce moment-là, Cantona était fêté comme un héros, mais 3 jours plus tard à Sellers Park face à Crystal Palace, vous savez ce qu'il s'est passé, c'était il y a 8 mois. Aujourd'hui, Cantona a purgé sa peine, il fait son grand retour dans un match extrêmement difficile face à l'ennemi de toujours, Liverpool. Les tribunes d'Old Trafford sont remplies de drapeaux français et cela fait 10 minutes que les supporters chantent des hymnes à la gloire du français. Et pour l'instant, c'est donc Andy Cole qui donne un premier ballon à Eric Cantona. Le premier centre d'Eric Cantona pour Nicky Butt dans la surface. Et le premier but. Eh bien voilà la première passe décisive d'Eric Cantona, si l'on peut dire, pour Nicky Butt, qui a réussi à se faufiler dans une défense étonnamment passive de Liverpool. Un petit jongle de Nicky Butt. Alex Ferguson peut se rasseoir. L'effet Cantona a déjà fonctionné sur cette équipe de Manchester. Regardez-le, le Français, il a levé la tête, il a vu Nicky Butt ici, il récupère et il lobe David James, le gardien de Liverpool. Eh bien cette rencontre ne pouvait pas mieux commencer. Après quelques secondes seulement, on n'a même pas joué ici peut-être depuis 1 minute. Et voilà que Nicky Butt reprend ce ballon d'Eric Cantona, un petit jongle, et David James est battu 1-0 pour Manchester.
Eric Cantona, sur lequel s'attarde le réalisateur anglais. Lui, c'est Roy Evans, l'entraîneur de Liverpool, qui lui aussi dit avoir beaucoup d'admiration pour Eric Cantona. Et voici Andy Cole maintenant, qui frappe. Son tir est contré par Ruddock. Et Fowler est à nouveau lancé face à Stevie Bruce. Il est passé grâce à un petit pont et le centre est pour Ian Rush. Quel superbe contre mené par Liverpool avec Fowler, l'inspirateur, et Rush, le finisseur, ou presque. Rush qui revient après avoir été blessé pendant un petit moment. Il était blessé à la cheville, il est rentré quelques minutes lors du dernier match de Coupe d'Europe pour remplacer Fowler justement, et il a été acclamé par tout le stade d'Anfield, y compris par les supporters russes qui étaient venus supporter Vladi Kavkaz. Keane avec Nicky Butt. L'autre Neville, Gary, qui lance Cantona. Cantona, il y a Butt au centre, il n'est pas marqué. Butt avec Cole, il y a Giggs aussi qui laisse passer pour Sharp. Ah oui, c'était très bien construit, très bien mené de la part des Diables Rouges. Alex Ferguson n'en croit pas ses yeux, mais bon sang, comment ont-ils fait pour rater ce but-là? Cantona vers Butt qui laisse pour Cole. Il y a Giggs qui laisse lui pour Sharp. Et la frappe de Sharp n'était pas assez soit croisée, soit décroisée. En tout cas, David James était sur le ballon. Fowler. La frappe de Fowler et le but. Et bien voilà pourquoi Alex Ferguson était dépité. C'est parce qu'il sentait bien que les joueurs de Liverpool étaient en train de reprendre le contrôle de cette situation. Et Robbie Fowler, ce petit diable de buteur de Liverpool, marque son 7e but de la saison. Il en a marqué 4 la semaine dernière contre Bolton, je vous le disais. Et là, cette frappe phénoménale de Robbie Fowler est imparable pour Peter Schmeichel. Regardez cette frappe, il est pris légèrement à contre-pied, Peter Schmeichel, et il a visé la caméra à l'intérieur du but du Danois. Roy Evans peut se lever et hurler sa joie. Liverpool vient d'égaliser. Stevie Bruce, un ballon pour Andy Cole qui est dégagé par Phil Babb. Beckham. Thomas vers Robbie Fowler. Fowler qui écarte Neville pour lober Schmeichel. Il n'y a pas eu de faute de Robbie Fowler, mais il y a un doublé du jeune attaquant blond de Liverpool. Son 2e but aujourd'hui, son 8e de la saison. Robbie Fowler est sans doute le plus grand buteur à venir de l'équipe d'Angleterre. Nul doute que l'an prochain pour l'Euro 96, il sera l'un des éléments clés de l'équipe de Terry Venables. Regardez ce but fantastique après la frappe magistrale de la première période. Cette frappe beaucoup plus précise, beaucoup plus subtile de Robbie Fowler. Il écarte donc Neville avant de doser cette balle légèrement enroulée, légèrement brossée de l'intérieur du droit. 2-1 pour Liverpool. Thomas, mésentente avec Harkness, ça a failli profiter à Neville. Thomas, et ça profite en revanche à Eric Cantona, qui file avec Giggs à sa gauche. Il est servi, Ryan Giggs. Il n'arrive pas à pousser son ballon. Et c'est un penalty. C'est un penalty puisqu'il y a eu une faute sur Ryan Giggs. Cette fois-ci, un penalty pour Manchester United. Et devinez qui est parti chercher le ballon. C'est Eric Cantona lui-même. Vous avez vu les ralentis. Voici le deuxième avec une vraie faute sur Ryan Giggs. Faute de Redknapp. Old Trafford vient de se taire. Mais tout à l'heure, on entendait ouah Eric Cantona. Le Français qui s'élance. Va-t-il tromper David James? Oui! Égalisation d'Eric Cantona pour son premier but de la saison. Et le voilà à nouveau dans les tribunes, Eric Cantona. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour asséner un coup de pied de kung-fu à un supporter. C'est pour venir célébrer ce premier but de la saison. Son premier but pour son retour. Encore une fois, il a trompé un gardien adverse. Il a une technique très particulière, Eric Cantona, pour marquer les pénaltys. Beckham.
Cantona qui laisse passer pour Giggs, c'est bien fait. Cantona encore une fois pour Andy Cole, la reprise d'Andy Cole. Quel geste fantastique. Et je vous disais que toute l'équipe de Manchester était dopée par cette égalisation. Et c'est vrai que ça fonctionne beaucoup mieux, ça circule beaucoup mieux. Et on sent que Eric Cantona apporte beaucoup de choses à cette équipe. C'est très intelligemment fait d'avoir laissé ce ballon à Giggs qui lui a remis ensuite. Et Andy Cole peut enfin s'exprimer grâce à de si bons ballons. Beckham, bon ballon pour Cantona, il n'arrivera pas avant David James, il faut dire qu'il a été retenu aussi par Neil Ruddock. Il est en train de se moquer de Ruddock, je ne sais pas exactement ce qu'il veut lui dire. Regardez bien ce que fait Ruddock. Ouais, c'est juste en fait un petit coup de coude peut-être. McAteer face à Lee Sharp. McAteer, il est passé une fois, il continue de garder son ballon, mais il a commis une faute, à moins que ce ne soit la fin du match, tout simplement. Fin du match, sifflé par Monsieur Elleray. Et là, le réalisateur anglais, évidemment, s'attarde sur Eric Cantona, qui a réalisé une très bonne rentrée, un but marqué, une passe décisive, et somme toute, une excellente seconde période qui a réussi à inspirer la plupart de ses coéquipiers, à leur donner le goût de l'imagination et de la créativité en attaque. Voilà donc une bonne rentrée pour Cantona, un bon résultat pour Manchester, 2 buts partout. C'était beau quand même, Pierre. C'était magnifique. Ah oui, non. Ah oui, quand même. Ah non. L'idylle entre Cantona et Manchester United va durer jusqu'en 97. Il décroche un nouveau titre de champion avec United et prend sa retraite à 30 ans. On a parlé de l'Angleterre, on a parlé de l'Espagne, on a parlé de l'Italie. On peut parler de l'Allemagne quand même, Hervé. Parce que la Bundesliga, c'est aussi ça, l'équipe du dimanche. Pourquoi Hervé? Oui, c'est vrai. Il faut savoir, il faut que les gens connaissent la vérité. De la Bundesliga dans l'équipe du dimanche, beaucoup d'intimidation physique de Jean-Charles Sabatier. Oui. Ça, c'est la première raison. Oui. Et puis la deuxième raison, c'est que malgré tout, c'est spectaculaire. Et prolifique. Ouais. Beaucoup de buts, beaucoup de spectacles, des défenses assez débridées, des stades magnifiques. Le seul petit bémol, c'est des clubs dont on se fiche un peu. À part le Bayern et à part Dortmund, qui est un club qui est quand même un public formidable. Donc, non, mais c'est quand même super le foot allemand. Mais Jean-Charles Sabatier a fait aimer la Bundesliga à tous les téléspectateurs de l'équipe du dimanche. Et c'est évidemment lui qui commande cette rencontre le 4 novembre 2000, Bayern-Dortmund. C'est super. Et si le Bayern de Munich a pas mal de choses à se faire pardonner, c'est également le cas pour le Borussia Dortmund de Matthias Sammer, qui reste sur 2 défaites consécutives en championnat et sur une victoire étriquée en coupe face aux amateurs de VN. Le Borussia qui se doit de réussir un exploit à Munich face au Bayern d'Ottmar Hitzfeld, lui l'ancien coach des Jaunes avec qui il a remporté 3 titres majeurs. Attention à ce bon ballon récupéré par Ricken et l'erreur de Thorsten Fink qui profite à Heiko Herrlich. 2 minutes de jeu ici au stade olympique de Munich et le Borussia Dortmund qui a parfaitement débuté cette rencontre mène 1-0 et on revoit ici cette incompréhension entre Thorsten Fink et Cyriakos Sforza. 7e but de la saison pour Heiko Herrlich, lui l'ancien meilleur buteur de la Bundesliga en 95, qui permet au Borussia de débuter idéalement ce match. Et les 8000 supporters de Dortmund qui font la fête bien sûr. Sur un corner du Bayern tiré par Mehmet Scholl, la tête d'Elbert et Hassan Salihamidzic pour l'égalisation à 1 partout. Eh bien c'est un match complètement fou auquel nous sommes en train d'assister. Superbe but, superbe jaillissement du Bosniaque Hassan Salihamidzic au premier poteau sur cette déviation de la tête de Giovanni Elbert. 1 partout entre le Bayern et Dortmund. Jeremies avec Salihamidzic. Jens Jeremies une nouvelle fois, il est pressé par Evan Nilsson avec ce ballon qui va venir courir sur la droite. Ouais, Salihamidzic qui s'efface et qui passe devant Dédé, le centre pour la tête de Giovanni Elbert. Oh, c'est incroyable. 2 buts à 1 pour le Bayern après tout juste 10 minutes de jeu. Eh bien, incontestablement, depuis le début de cette saison 2000-2001 en Bundesliga, c'est une première. 3 buts inscrits en l'espace de 10 minutes. On revoit Dédé, le Brésilien, qui manque son tacle là, juste devant Hassan Salihamidzic. Le petit coup d'œil avant de placer ce centre parfait pour la tête piquée de Giovanni Elbert, qui permet au Bayern, pour la première fois dans ce match, de prendre les devants. Et oui, il est inquiet pour cause, Matthias Sammer, parce que ses hommes sont un peu démobilisés. Franc de Ricken.
Le ballon qui est bien sorti là par la défense du Bayern avec le contre qui est mené conjointement. Mehmet Scholl pour Giovanni Elber. Il a vu l'accélération sur la droite d'Hasan Salihamidzic. Le centre de Salihamidzic. Ouais, Van Nistelrooy qui passe au travers. La frappe est contrée par Lehmann. Mehmet Scholl une nouvelle fois, la tête d'Elber sur la barre transversale. Oh, quelle frayeur une nouvelle fois pour la défense du Borussia Dortmund qui a complètement pris l'eau là sur ce coup-là. On revoit cette frappe de Mehmet Scholl et le petit centre pour la tête en pleine course de Giovanni Elber sur la barre transversale. Larsriken, ouais, la belle ouverture de Larsriken pour Giuseppe Reina qui va se retrouver en duel face à Willy Sagnol. Ouais, belle frappe enveloppée de Giuseppe Reina et la superbe parade d'Oliver Kahn avec la main opposée. Ballon parfaitement enveloppé pour celui qui est incontestablement l'homme le plus en vue là depuis le début de ce match du côté de Dortmund. Mehmet Scholl. Giovanni Elber, appel de balle de l'autre côté là pour Willy Sagnol. Le centre de Willy Sagnol pour la tête de Mehmet Scholl pour le 3e but bavarois dans ce match. Superbe action à 6 minutes de la fin de cette première période. On revoit ce ballon distillé par Willy Sagnol, auteur ici de sa 2e passe décisive depuis le début de la saison. La première c'était lors du derby bavarois sur un but de Giovanni Elber. Et là il fait la différence, Sagnol et Mehmet Scholl, à la plus grande joie d'Oliver Kahn et de tous les spectateurs présents ici au stade olympique, à l'exception bien sûr des supporters de Dortmund. Giuseppe Reina qui vient s'infiltrer dans la surface de réparation avec la frappe. Et quelle intervention une nouvelle fois de la part d'Oliver Kahn. Eh bien ça sera la dernière action dans cette première période. Le Bayern qui rentre en vestiaire sur ce score de 3-1, mais la fureur de Kahn parce qu'il y avait du flottement dans la défense. Attention à ce coup franc, 50e minute de jeu avec le grand spécialiste Mehmet Scholl. Et le but incroyable de Mehmet Scholl, 30 mètres de la cage de Jens Lehmann. 4-1 pour le Bayern de Munich. Et quel ballon enveloppé de la part de Mehmet Scholl qui réussit son 6e doublé en Bundesliga, son 5e but de la saison. Et de quelle manière, s'il vous plaît. On l'avait déjà vu se distinguer sur coup franc en Ligue des Champions. Il récidive ici en championnat. Et de quelle manière le Bayern s'envole dans ce duel face à Dortmund. Et il y a de l'inquiétude forcément pour Jörg Heinrich, le défenseur du Borussia Dortmund sur ce coup franc. On va charger Michael Tarnat sur le poteau. Attention avec cette reprise de la part de Salihamidzic, celle de Pison, de Paulo Sergio. Et 5 buts à 1 pour le Bayern de Munich. On revoit ce coup franc idéalement placé par Tarnat. L'acrobatie d'Hasan Salihamidzic omniprésent dans ce match et derrière l'aile de pigeon de Paulo Sergio qui permet au Bayern de s'envoler définitivement dans ce match. Paulo Sergio, 2e but cette année, lui qui avait manqué le début de saison à cause d'une blessure au mollet. Il fait grise mine Matthias Sammer, forcément parce que c'est une véritable débâcle là pour son club. Des barreaux d'honneur pour le Borussia Dortmund avec Otto Addo. Au ballon là sur la droite pour Larsriken. Otto Addo. Tiens, on parlait de barreau d'honneur, le voilà avec le Ghanéen Otto Addo qui réduit la marque à 5-2. Lui le remplaçant de Victor Ikpeba, blessé. L'ancien monégasque qui est absent depuis plus d'1 mois et demi maintenant dans cette formation du Borussia Dortmund et qui est remplacé par cet excellent joueur Otto Addo là que l'on voit devancer Cyriakos Sforza. Mais le Borussia Dortmund fait un peu moins la grimace, mais tout de même 5-2. Willy Sagnol, Salihamidzic. Salihamidzic qui va chercher une solution peut-être avec Strohn. Non, ça sera avec Alexander Zickler. Ce ballon est piqué. Ça passe à côté pour Alexander Zickler. Le premier ballon à négocier pour Zickler qui vient tout juste de rentrer à la place de Paulo Sergio. Et ça passe à quelques centimètres de la cage de Jens Lehmann. Attention à ce corner avec la tête d'Hasan Salihamidzic et le but. 6-2 alors qu'il reste 5 minutes à jouer dans ce match. Et la joie pour Hasan Salihamidzic, auteur du doublé, alors qu'il y a une grosse protestation là, dans la surface de réparation, parce qu'on considère du côté de Dortmund qu'il y a un accrochage entre Elber et Jens Lehmann, et tout simplement Jörg Heinrich écope là de son 2e carton jaune. Il est expulsé Jörg Heinrich. Et voilà, on en reste là dans cette rencontre, dans ce choc. 6-2 pour le Bayern qui efface sa mésaventure de la Coupe d'Allemagne.
c'est de très très bon augure avant d'aller à Rosenborg en Ligue des Champions. Pierre Sled, ça vous a toujours plu la Bundesliga? Absolument, mais au début, nous n'avons pas les mêmes joueurs, nous, en 90, que ce qu'on vient de voir, parce que les Allemands venaient d'être champions du monde en Italie, et le calcio avait attiré tous les Allemands qui jouaient un peu bien au football. C'est-à-dire que tous les mauvais étaient restés en Allemagne. Donc on avait des équipes qu'on ne connaissait pas, des noms qu'on ne connaissait pas, des maillots qu'on ne connaissait pas, et des joueurs pourris. Régalez-vous. C'était un petit peu compliqué. Alors c'est pas du tout le cas du Grand Milan. On est en 92 et là, régalade toutes les semaines. J'ai eu le privilège d'interviewer Gullit, Van Basten et Rijkaard. J'étais au milieu des trois. Ils étaient venus en France faire un match amical à Nice. Et c'est un des plus beaux souvenirs, vous imaginez, de reporter. Et ben moi j'ai Pierre Sled, Hervé Matou et Nathalie Yanetta. Ah ouais, ouais, c'est un peu moins grand, ça culmine un petit peu au-dessous quand même. Fiorentina Milan AC, on est le 4 octobre 92, c'est un match de légende. 5e journée du Calcio au stade d'Artemio Franchi entre la Fiorentina et l'AC Milan. La Fiorentina qui reste sur 3 nuls et 1 victoire. La dernière victoire d'ailleurs à domicile sur le score de 7-1 face à Ancône. Mais attention, le géant Rossonero est bien présent. La formation milanaise, elle a empoché 4 victoires lors des 4 premières journées. Les Milanais privés aujourd'hui de Jean-Pierre Papin, touché lors du précédent match, et pourtant il avait été buteur mais remplacé par un certain Marco Simone. Attention à Rijkaard ici, et cette accélération de Gianluca Lentini devancé par Daniele Carnacciali. Carnacciali qui vient s'enfermer ici du côté du poteau de corner. Il a du mal mais il s'en sort, Carnacciali. Effenberg et qui manque sa roulette. C'est une touche pour les Milanais. Milan un petit peu bousculé ici avec ce ballon dans les pieds de Massimo Orlando. Baiano, Orlando, attention à Laudrup, la sortie d'Antonioli et Francesco Baiano à la 13e minute qui vient ouvrir le score. Le transfuge de Foggia qui vient tromper ici Francesco Antonioli. 1-0 pour la Fiorentina. Allez, cette défense milanaise qui s'est fait piéger ici. Brian Laudrup qui n'est pas hors jeu. Belle sortie d'Antonioli, mais il y avait Baiano. La colère un petit peu de Capello. Le doute qui s'installe là chez les Milanais. Rijkaard, Mauro Tassotti, Ruud Gullit, Mauro Tassotti, et la tête de Daniele Massaro pour l'égalisation à la 25e minute. Milan est en train de revenir petit à petit dans cette confrontation. Un but partout ici grâce à Daniele Massaro. Des Milanais omniprésents, hein. Baresi, Maldini, Rijkaard, Tassotti, Maldini, Ruud Gullit avec Gianluigi Lentini et ça fait but. 2-1 pour Milan et premier but pour Gigi Lentini qui n'avait plus marqué depuis 12 mois et 41 jours. Milan revient, Milan mène 2-1. La relance de Francesco Antonioli avec cette balle qui était pour Massaro. Lentini avec Van Basten. Lentini, le retour de Karobi. Attention à Van Basten. Ballon dégagé par Carnacciali. Ça revient avec ce ballon de Ruud Gullit. Oh, quelle frappe! Ça fait 3-1. Les Milanais sont en train de faire couler la Fiorentina grâce à Ruud Gullit notamment. 3-1 pour la formation de Capello. La colère ici de Luigi Radice. Le doute s'est installé ici dans les rangs de la Viola. Attention à Baiano, mais il y a Franco Baresi. Le ballon qui est ressorti avec Rijkaard. Et ce superbe extérieur là de Marco Van Basten. Ruud Gullit, l'accélération de Gullit, le centre de Gullit. Et ça fait 4 buts. 4 buts avec celui-ci signé Daniele Massaro. C'est son premier doublé en Serie A. Et Milan mène à la pause sur le score de 4-1. Cette seconde mi-temps qui débute avec ce corner pour la Viola. Baiano, Laudrup qui cherche à centrer ici. Il parvient à centrer. Attention à Batigol, la sortie de Rossi et le but de Stefan Effenberg sur le premier ballon. Regardez de cet homme
Sebastiano Rossi qui a remplacé à la mi-temps Francesco Antonioli, blessé à la cuisse. La bagarre qui s'installe, 4-2. Oh, la pression va être terrible. Les ordres de Capello pour Daniele Massaro et Marco Van Basten. 4-2, il faut éloigner le danger de la Viola. Et c'est peut-être ce qui est en train de s'installer ici avec Marco Van Basten, la frappe de Van Basten. Oh, quel but! Signé Marco Van Basten. San Marco, grande Marco, pour le 5e but milanais face à la cage d'Alessandro Manini. C'est terrible, terrible pour la Viola. Et ça déroule tranquillement pour les Milanais. Baresi, ballon pour Evani. Van Basten, le centre de Van Basten. Et cette tête de Ruud Gullit. Il reste 3 minutes dans le temps réglementaire. 3 minutes à jouer. 6e but inscrit avec cette passe décisive de Van Basten. Grand favori pour le ballon d'or. Effenberg face à Evani. Effenberg cherche quand même des solutions avec Michael Laudrup et Effenberg, duel avec Baresi qui glisse ici, Baresi se reprend, Effenberg également au second poteau et c'est à 1 minute de la fin de cette rencontre Fabrizio Di Mauro qui ramène le score à 6-3, mais pas de joie, vous l'avez vu, dans les rangs de la Viola. 1 minute de temps additionnel avec Ruud Gullit. Milan qui pousse encore, qui a envie avec Tassotti. Tassotti, Gullit qui tergiverse un petit peu, Gullit qui décale Mauro Tassotti. Tassotti, le centre de Tassotti, il y a Marco Van Basten, le point de pénalty, Van Basten. Ouais, ça fait 7 buts. 7 buts grâce à Marco Van Basten, son 11e doublé en Serie A, le 85e but inscrit en Italie. Et cette fois, la Fiorentina coule littéralement à domicile, alors que monsieur Gianni Beschina va siffler la fin de cette rencontre sur ce plus gros revers dans l'histoire d'un Fiorentina-Milan. Milan, plus que jamais favori pour le titre. C'était magnifique quand même. C'était même exceptionnel. Alors à cette époque, c'est vrai que la Serie A attire les plus grands joueurs de la planète, ce qui est un petit peu moins vrai aujourd'hui. Depuis une dizaine d'années, on les voit plutôt en Espagne, plutôt en Angleterre. Et ça vaut aussi pour les meilleurs Français. Nathalie, 99. On les retrouve dans un grand match entre Chelsea et Arsenal. Il y a 4 champions du monde. Ouais. Le Boeuf de Sailly, Deschamps pour les Blues et Emmanuel Petit du côté d'Arsenal. Je ne sais pas si ça a un lien de cause à effet, mais une semaine plus tard, moi j'ai accouché. Pas sérieux. Moi pas. C'était le 23 octobre 99. Vous savez tout de la vie de Nathalie Yannet. Alan Wilkie qui va donner le coup d'envoi de ce derby ici à Chelsea. Lors des 3 dernières saisons, Chelsea n'est pas parvenu à gagner en championnat sur sa pelouse de Stamford Bridge. 35 000 spectateurs pour suivre ce derby. Overmars. Ouais, il pousse un peu loin son ballon, Marc Overmars. Dans sa tentative de débordement là-bas, il est tombé sur Albert Ferrer qui repart vers Didier Deschamps. Stoppé par Emmanuel Petit. Quel geste vers Reparlo. Et là voilà la première étincelle de ce match. La talonnade d'Emmanuel Petit qui, non content d'avoir récupéré ce ballon, a placé magnifiquement Reparlo pour la première vraie tentative de cette rencontre. Voilà, il y a des talonnades qui sont parfois inutiles dans le jeu. Celle-ci est fort bien jouée puisqu'elle permet à Reparlo d'être complètement décalé et de pouvoir frapper au but, même si celle-ci n'est pas cadrée. Petrescu. Oh oui, Tour-André Flo et l'ouverture du score. L'ouverture du score de Tour-André Flo sur ce long centre et le mètre 93 de ce géant norvégien qui vient crucifier la défense d'Arsenal et David Seaman. Et après 39 minutes de jeu, ça fait 1-0 pour Chelsea alors qu'il ne s'était quasiment rien passé jusqu'alors. Oui, sur ce bon centre de Ferrer, on va voir André Flo un petit peu en déséquilibre, mais il est bien à la tombée du ballon. Et sur cette tête qui monte, David Seaman est battu. Tout l'opportunisme de André Flo sur cette action. Avec Canou. En retrait vers Lidixon. Ljungberg. En tout cas, ça a considérablement accéléré le rythme de ce match. C'est tant mieux et on devrait voir plus de spectacles très certainement à l'avenir dans cette rencontre. Ljungberg, le bon centre. La reprise d'Overmars. Oh, quelle occasion pour Arsenal. Et bien voilà,
ce derby est définitivement lancé, Rémi. Voilà encore une occasion qui vient d'un centre sur le côté, avec un mauvais renvoi dans l'axe de la défense de Chelsea. Et cette demi-volée d'Overmars qui passe très légèrement au-dessus. Un déluge qui fait fuir, qui fait déserter justement la tribune qui se trouve face à nous et où le toit n'est pas encore construit. Et pourtant voir des Anglais fuir à cause de la pluie. Voilà, c'est la mi-temps qui fait par M. Alan Wilkie 1-0, but inscrit à la 40e par Tour André Flo dans un derby pour l'instant médiocre. Sutton qui a pris ce ballon de la tête et c'est récupéré par Tony Adams qui relance vers Lee Dixon. Oui, bonne récupération de Tour André Flo qui alerte une nouvelle fois David Seaman, mais cette fois c'est bien le gardien d'Arsenal qui a eu le dessus face au grand Norvégien buteur tout à l'heure juste avant la mi-temps et qui se signale déjà d'emblée de cette deuxième période après ce bon tacle de Le Saux. Oui, bon pressing de Le Saux sur Lee Dixon. Ça aurait pu profiter à Tour André Flo dans un angle pourtant difficile. Avec Le Saux. Oui, au milieu et d'Emmanuel Petit et de Lee Dixon. Et selon l'arbitre assistant là-bas, Emmanuel Petit a commis une faute et va prendre un carton pour protester un petit peu ironiquement. Ce sont vraiment des cartons qui sont sortis un petit peu bêtement, inutilement. Enfin, il ne faudrait pas que Manu en rajoute trop parce que, un petit peu comme Patrick Vieira, il est un peu dans le collimateur des arbitres anglais, donc prudence. Prudence et méfiance du coup pour Arsenal sur ce coup de pied arrêté, sur ce coup franc chaud aux abords de la surface de réparation et renvoyé par Ray Parlour. Wise. Et un nouveau centre, oh oui. Il est venu fusiller David Seaman, Dan Petrescu à 1m50 du gardien d'Arsenal. Dan Petrescu qui est allé se retrouver, qui est allé se démarquer tout seul en plein cœur d'une défense d'Arsenal encore prise dans son axe central. Ah oui, une défense qui est gênée depuis le début de la partie sur tous les centres du côté de Chelsea. On voit là un très très bon centre de Le Saux. Seaman ne peut pas sortir puisque la balle est bien brossée, mais Dan Petrescu est étrangement seul. On voit Manu Petit qui demande un petit peu à ses partenaires où ils sont placés. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup trop de largesse sur le marquage dans la défense d'Arsenal. Poyette avec Sutton, Didier Deschamps qui trouve là-bas Tour André Flo qui est allé se placer tout seul sur le côté du terrain. Tour André Flo et qui va poursuivre tout seul d'abord face à Tony Adams, face à Ray Parlour. Qui a oublié Dan Petrescu. Tour André Flo. Dan Petrescu tout seul sur sa droite dans la surface. Il avait fait le plus dur, Tour André Flo. Il avait éliminé 2 joueurs d'Arsenal et c'est vrai que sur le côté droit l'espace était complètement ouvert pour Dan Petrescu et au lieu de la frappe s'imposait probablement une passe en faveur de ce dernier. Voilà, et parce qu'il manque un petit peu de rythme, Emmanuel Petit va essayer de sa place à l'Argentin Nelson Vivas. Avec Nelson Vivas. Ray Parlour qui poursuit la trajectoire de ce ballon vers Overmars. L'arrivée de Lee Dixon qui est parvenu à centrer. C'est contré mais repris par Overmars. C'est exploité par Nwankwo Kanu qui redonne espoir à Arsenal. À un gros quart d'heure du terme de cette rencontre. L'avantage n'est plus que d'un but en faveur de Chelsea. Sur ce ballon heureux de Kanu, mais bien exploité. Ah oui, un ballon heureux puisqu'on va le voir, je crois que c'est de la pointe du pied qu'il parvient à... Voilà, malgré le tacle de la charnière française, Kanu qui parvient à se retourner et à frapper ce ballon du bout du pied pour redonner espoir du côté d'Arsenal. Allez, ça va nous offrir un dernier quart d'heure de folie très certainement pour ce derby londonien. Overmars. Lee Dixon redonne à Marc Overmars face à Franck Leboeuf. Overmars, il a réussi son premier dribble. Et son centre sur Nwankwo Kanu. Le doublé du grand Nigérian qui remet les deux équipes à égalité. Avec une défense de Chelsea bien statique sur ce centre de Marc Overmars. Cette interception manquée
et Nwankwo Kanu qui vient inscrire le doublé. Oh, quel retournement de situation! Et en 7 minutes, Nwankwo Kanu qui fait complètement basculer la tendance. Et Arsenal remonte ses 2 buts de retard grâce à son géant nigérian. Oh, bien frappé sur la tête de Franck Leboeuf qui lui aussi est tombé sur un défenseur d'Arsenal. Il réclamait une main même, Franck Leboeuf, on va revoir ça au ralenti. Il est tombé effectivement sur le bras de Martin Keown, mais c'est bien involontaire. Wise qui a voulu écarter la balle, intervention de Marc Overmars et Davor Suker qui en profite, qui a à ses côtés Nwankwo Kanu. Davor Suker, oui, il faut y aller dans l'espace libre. C'est là où Suker a voulu mettre ce ballon et c'est là où Kanu est allé le chercher et est allé le prendre. Ed de Rouille qui sort à l'aventure et Kanu qui le dribble et qui marque un but exceptionnel but de Nwankwo Kanu qui réussit son premier coup du chapeau dans le championnat d'Angleterre et qui offre une victoire absolument miraculeuse, très certainement, à Arsenal dans un match de folie. Oui, c'est fou ce que fait Kanu parce qu'on le voyait très très fatigué et pourtant il vient au pressing, récupère le ballon et dans un mouchoir de poche il élimine Ed de Goy. C'est complètement fermé, il est tout seul, il n'y a que des joueurs de Chelsea et pourtant il trouve la lucarne opposée. Eh bien, Arsenal peut dire un grand merci à son buteur nigérian. Un scénario des plus incroyables pour ce 63e derby du championnat d'Angleterre disputé ici à Stamford Bridge. Et voilà, et ce derby est terminé. Et comme il y a 2 ans, Arsenal vient s'imposer ici sur le score de 3 buts à 2. Vous nous aviez promis des buts, Rémi. Des buts, il y en a eu, mais de quelle manière? Et un coup du chapeau de Nwankwo Kanu qui sauve Arsenal du naufrage. Vous êtes bien? Vous êtes pas mal, non? Bah, on est bien. Pierre, Pas mieux. hein? C'était pas mieux il y a 20 ans. Non. C'était Ça pas se fait moins plutôt bien moins bien non non plus. plus. Après le derby londonien, le derby milanais, Milan AC Inter, on a vu Marcel Desailly sur le terrain avec les Blues. On le retrouve maintenant au commentaire. Il a réussi entre-temps son transfert à Canal. Il est au commentaire aux côtés de Mourad Vridi. C'était le 28 octobre 2006. C'est un Le coup d'envoi de ce 265e derby de l'histoire. L'AC Milan va attaquer de la droite vers la gauche et les interistes vont essayer d'éviter les débuts de match un peu poussifs qu'ils ont eu depuis le début du championnat. Pirlo pour le coup franc. Attention au ballon qui arrive au deuxième poteau. Et la première occasion pour les Rossoneri, elle est pour Cajabar Kaladze. C'est dommage, et première action, première occasion, c'est pas mal, c'est un bon début. Coup franc tiré par Stankovic, l'ouverture du score. Et le but pour l'Inter de Milan. Il est signé Hernan Crespo. Elle est parfaite, cette tête. Dida qui part en retard. Superbe timing de Crespo. Il attend, il ferme un peu les yeux, mais il attend, c'est le renard des surfaces. Et là il prouve toute sa classe et il permet à l'Inter de mener au score. Patrick Vieira et Hernan Crespo. Meikon pour Stankovic. Le deuxième but de l'Inter. Et déjà Stankovic qui trouve la lucarne de Dida. 5 minutes seulement après l'ouverture de Crespo, les 2 meilleurs buteurs de l'Inter ont frappé. Et San Siro est en délire. Et Dacour qui joue aujourd'hui en n'étant pas à 100%, il est touché au genou, il est aussi touché à l'avant-bras. Le tir de Kaka. Et derrière, Julio César, sous le regard d'Adriano Galliani et de Silvio Berlusconi, qui se prennent la tête dans les mains. Ah, je suis pas certain qu'il la touche, Julio César. Il la touche. Elle va très très vite. En plus, le gardien est caché par son défenseur. Hein. Et attention, avec cette toute première action pour Gennaro Gattuso et Marco Materazzi, ponctuel au rendez-vous sur ce genre de ballon. Zlatan Ibrahimovic avec déjà Stankovic et un bon ballon. Stankovic plein axe pour Ibrahimovic. Ibrahimovic et le 3-0. Le 3-0 pour l'Inter après 1 minute de jeu. Quelle claque pour les Milanistes. Et quel cauchemar. C'est le cauchemar absolu pour les Rossoneri.
Le meilleur derby des 10 dernières années pour l'Inter. Le contre est parfait. La conclusion aussi, Marcel. C'est propre. C'est un 3-0, ça veut dire quasiment la fin pour le Milan AC. On dit toujours que le troisième but, c'est celui qui permet vraiment de prétendre à pouvoir dire qu'on a gagné le match. Et surtout pas que le Milan se désorganise, parce que sinon ils vont offrir des espaces aux joueurs de l'Inter de Milan. Il faut qu'ils restent très compacts tout en continuant à jouer, à faire circuler le ballon. Mais ont-ils le choix, Marcel? S'ils veulent revenir dans le match, il leur faudra prendre des risques. Avec ce ballon pour Clarence Seedorf. L'occasion, le but, et le but de Clarence Seedorf. Allez, quel match! 3 buts à 1 dans ce match de folie. Et quand même l'Inter. Écoutez, c'est Milan. Et Olivier Dacour, l'excellent Olivier Dacour, qui laisse sa place à Luis Figo. Coup franc de Figo, la tête, et le 4e but. Le but de Marco Materazzi. Quelle erreur de placement des défenseurs milanais. Superbe détente de Materazzi et qui marque. Il est heureux. Ça lui fait du bien. Carton rouge. Ah oui, deuxième avertissement pour Materazzi. Les joueurs le savent, on n'a pas le droit de sortir du terrain ou de soulever le maillot. Mais est-ce qu'il est sorti du terrain Parce qu'il a soulevé son maillot, je crois que c'est dû à ça. On l'a dit, il y avait de la tension, hein, vous l'avez senti, Marcel, en discutant avec les dirigeants du club. L'AC Milan qui espérait en une réduction de peine, lui qui a commencé ce championnat avec une sanction de 8 points. Eh bien finalement, il va la terminer cette saison avec 8 points. Ça peut être le début d'une explication. Oh, but. Et le but d'Alberto Gilardino. Le premier but de la saison sous le maillot de l'AC Milan pour Alberto Gilardino. Gilardino qui va au devant du ballon, qui passe devant Cordoba et qui met le ballon côté opposé, hors de portée de Julio César. Superbe but de Gilardino. Allez, on est dans les 20 dernières secondes du temps réglementaire et l'Inter se dirige tranquillement vers une victoire qui risque de laisser une trace. Ah, c'est sûr. Sur les Milanistes, sur les Rossoneri en particulier. Car au-delà du 4-2, on va voir, il y aura peut-être un but d'ici la fin de la rencontre. L'Inter a montré que c'était un candidat sérieux. La sortie de Julio César, Kaka, et le but. Et le but de Kaka. Allez, c'est peut-être pas terminé. C'est peut-être pas terminé. 90e minute. C'est mérité ce but. Même si les Interistes sont bien défendus, ils n'ont pas suffisamment eu, même s'ils sont un joueur en moins, eu cette capacité, cette possibilité de tenir le ballon. C'était ça qu'il fallait qu'ils fassent, les Interistes. Superbe pichenette de Kaka. Elle est bien placée. Hein. Écoutez un petit peu ça. Écoutez ça comme c'est génial. Ah, on ne s'entend plus, Marcel. On ne s'entend plus. C'est superbe, le stade est en folie, on y croit. Le corner, il reste 2 minutes. La tête, elle est signée Patrick Vieira. Qui boite. Gattuso, il serre les dents. Tous les Interistes. Ils se gênent. Ils se sont gênés. Ils se sont gênés alors que c'était le but de l'égalisation. Ils n'ont pas le droit. Oh là là, Nesta et Ricardo Oliveira. C'était là, c'est fini. Bravo aux Interistes, je pense. Et c'est terminé. Terminé le soulagement des Interistes. Après un match fabuleux. Un derby de légende. Les larmes de Dejan Stankovic. L'Inter s'impose 4-3 dans un match extraordinaire. Finalement, Nathalie Annetta. Oui, Thomas Tauroux. Il n'y a pas que des 0-0 si on cherche bien. Dis donc, la prochaine fois que tu vas vouloir manger des pâtes, tu vas pas demander à Bibi de te les sur faire. Sur 20 ans, tu peux en trouver 3, effectivement, il n'y a pas eu 0-0. Très bien. Faut bien... Non, restez. C'est Nathalie. C'est honteux. Une autre belle affiche. Regardez, la preuve, avec des buteurs en réussite des Français sur la pelouse, c'est le 18 octobre 98. C'est en Italie encore. Oui, Inter Lazio avec Pippo Bruet, qui nous rafraîchit la mémoire.
coup d'envoi à l'instant ici ce soir à San Siro par monsieur Antonio Boggi de ce premier grand choc de la saison entre la Lazio ici et l'Inter. Pas de Ronaldo, pas de Roberto Baggio non plus, mais pour nous les Français, il y a plus qu'une grande consolation. À l'Inter, Gigi Simoni a titularisé ce soir Djorkaeff que vous verrez devant, Ousmane Dabo au milieu et en défense côté gauche, Michael Silvestre est là, il vient de souffler sa place de titulaire pour l'instant à Fabio Galante. Premier ballon récupéré par les joueurs romains et premier coup franc qui est accordé ici à Sergio Conceição. À suivre donc le coup franc pour la Lazio. Beaucoup de blessés du côté de la Lazio. Stankovic, De La Peña, Boksic, Vieri, Nesta ne sont pas là. Attention à ce premier ballon chaud, très chaud et but. Que dit monsieur Boggi? Le but est accordé en stupeur. On joue depuis 1 minute à peine. On vous l'avait dit, Salas. Eh bien si les autres ne sont pas là, Salas est bien là. Et Marcelo Salas, acheté 115 millions de francs à l'intersaison, eh bien vient d'entamer son duel avec Zamorano de la plus belle des façons. Que faisait-on ici avec du côté de la défense Simeone? Il y a également Colonese et Bergomi, vous avez vu. Eh bien on n'a pas compris ce qui s'est passé. Incompréhension totale entre Pagliuca et ses défenseurs. Salas tout seul devant Pagliuca qui vient pousser ce ballon. Et voilà la sensation ici à San Siro. Pagliuca qui encaisse ce but après 1 minute de jeu. Il y a une prise en charge individuelle de Djorkaeff, de Zanetti, de Moriero. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour les Milanais pour l'instant. Zamorano, quand même, la frappe de Winter, et le but! Quel but d'Aaron Winter! Ah, nous sommes gâtés en ce début de partie ici à San Siro. Quel exploit! Aaron Winter, regardez sa joie, elle est à la hauteur de l'exploit. Oh, en pleine course, et pile pleine lucarne, il n'y a rien à faire. C'est l'un des plus beaux buts, c'est sûr, cette année et cette saison dans le calcio. Et ça va peut-être recommencer avec ce ballon de Mihailovic. Bien travaillé le but! Magnifique! La Lazio reprend l'avantage. Et pour l'instant, c'est Mihailovic, on vous le disait, qui fait tout le travail, même si c'est Sergio Conceição qui vient de marquer là pour la Lazio de Rome. Regardez comme ce ballon tourne bien, vient juste. Mais regardez aussi comme les défenseurs laissent tout seul Pagliuca. Ballon bien travaillé de Mihailovic. Et à l'arrivée, Ousmane Dabo, il est un petit peu en retard. Il est devancé par Conceição. Et voilà l'Inter qui est mené à nouveau 2-1. Pancaro. Djorkaeff. Et Marchegiani avait anticipé l'arrivée de Zamorano avec son maillot. 1+8. Oh, il n'y a pas hors-jeu, gros danger. Mancini, il va lever, il va frapper, but. Le but est accordé par monsieur Boggi, alors que la télévision italienne s'arrêtait un petit peu sur le maillot et le dos de Zamorano. Encore une fois, la défense de l'Inter vient de se faire piéger. On ne laisse pas Roberto Mancini tout seul. Et regardez, Colonese arrive en retard. Mancini a tout son temps ou presque pour venir armer cette frappe et fusiller Gianluca Pagliuca. 3-1 en fin de première mi-temps ici à San Siro. La Lazio mène face à l'Inter 3-1. Djorkaeff, il doit faire le tour de cette défense de la Lazio. Fernando Couto qui récupère un énième ballon de la tête. Et Simeone dans la surface. Simeone, avec Fernando Couto qui fait un petit peu de cinéma, semble dire l'Argentin. Attention, monsieur Boggi était bien placé sur ce coup-là rouge. Ah, il sort Simeone juste avant la mi-temps. Ah, Simeone, attention, il a le sang très très chaud, il va venir insulter Fernando Couto, nouvel incident. Favali. Mihailovic. Ballon en profondeur pour Nedved. Autour de Colonese, mais Nedved résiste. Nedved encore, crochet, c'est passé, attention pour la Lazio. Oh, gros danger, Conceição et but! Il est dedans ce ballon. Pagliuca n'a pu que le détourner. But de Conceição, félicité par Roberto Barogno. Et voilà l'Inter qui s'enfonce. L'Inter qui est mené maintenant dans un silence qui va commencer à peser dans San Siro. 4-1 sur cet exploit personnel de Nedved qui a résisté à la charge de Colonese.
Nedved en crochet qui garde ce ballon. Colonel est à terre. Et regardez ce service de Pavel Nedved. Roberto Barogno laisse ce ballon. Conceição va faire le tour de Sylvestre et de Zanetti. Est-ce qu'il le touche? Oui, du bout du soulier, mais il l'envoie dans le petit filet. On gère son avance du côté de la Lazio. Il n'y a pas hors-jeu de Barogno. Centre de Barogno, Nedved pour le 5e, il y est. Superbe occasion de Barogno qui a offert un véritable cadeau pour Pavel Nedved et l'Inter qui s'enfonce encore un peu plus. L'Inter qui est désormais mené 5-1. Alors qu'on vous montre bien évidemment ce ralenti, il n'y a rien à faire, ça fait une lucarne de plus à l'avantage des joueurs de la Lazio. Et San Siro va se vider à plus de 17 minutes de la fin d'un match, c'est assez rare. La joie de Sven-Goran Eriksson fait plaisir à voir du côté, bien sûr, des supporters romains tentants. Allez, Djorkaeff, Zelias, qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant les joueurs de l'Inter? Se battre comme Yuri le fait à l'instant. Yuri pour Ventola, but de Nicolas Ventola. Vous l'avez vu grâce à Yuri Djorkaeff. Marchegiani n'a pas eu le temps d'apprécier le 5e de ses coéquipiers. C'est Djorkaeff qui a poussé très fort ce ballon d'Anterit Ventola et il y a frappé bien vite et du pied droit, ballon impeccable. Et voilà, on a vu des buts ce soir, ça fait 5-2 pour la Lazio à 13 minutes de la fin de la partie. 7 buts en moins de 80 minutes. Intervention de Michael Sylvestre. Elias qui a du mal à conserver ce ballon. Faute, oh là, la faute de Nedved face à Elias. Attention, il y a du carton jaune et puis rouge pour Nedved. Voilà, Nedved qui insulte l'arbitre assistant et le délégué et qui devrait vite regagner les vestiaires car on va assister encore à de nouveaux incidents cette fin de partie comme tout à l'heure à l'occasion de l'expulsion de Simeone. Voilà, il essaye d'avoir ce ballon. Nedved, pour l'instant il n'y a pas grand chose. Bon, il laisse traîner bien sûr les chaussures en partant. Voilà, on joue et on vous montre Nedved dans les escaliers. C'est vrai que ils ont l'air bien fatigués les joueurs milanais. Est-ce qu'il peut arriver encore quelque chose à Marchegiani? Oui, but. Vous avez vu qu'on a failli rater ce but avec nos amis de la télévision italienne. Un but qui ne change pas grand-chose, mais il continue de faire grimper le capital but de ce jeune joueur, Nicolas Ventola. On en est donc à 5-3, 8 buts dans un match sur un grand choc du championnat italien. C'est assez rare et Monsieur Boggi va arrêter là cette partie. Et bien comme nous, vous n'aurez pas fait le déplacement pour rien ce soir en Italie. En tout cas, ça va quand même barder car l'Inter pouvait prendre seul la tête ce soir du championnat. Et bien c'est loin d'être le cas. L'Inter battu ce soir à San Siro par la Lazio de Rome, 5-3. J'aime bien les petites lumières qu'il y a sur le plateau. Vous avez bien les petites lumières? Ouais, mais alors ça, tu vois, joli, non? Ça tient éveillé. Ouais. Ça, c'est les plateaux de jeunes. C'est comme dans leur chambre, ils mettent des posters. Là. Alors, il nous reste 3 matchs à vivre. Vous avez laissé un studio en nickel, mon petit Touroud. Vous m'enlèverez tout. Ah oui, on a mis des trucs sympas derrière quand même. Il y a le Mont Saint-Michel, il y a le viaduc de Millau, c'est bien. Alors, il nous reste 3 matchs à vivre. 3 grands matchs, 3 grands formats à vivre dans cette nuit de l'EDD. Pierre, on part en Angleterre pour commencer avec un superbe Liverpool-Newcastle. On est en 96-97. Ouais, c'était Anfield et il y avait déjà eu la saison précédente un match de fou entre les deux équipes. Oui, alors à Anfield, moi j'ai eu la chance de rentrer dans les vestiaires vraiment de Anfield avec Michel Platini qui venait de terminer sa carrière et commentait pour nous. À l'époque, le manager c'était Kenny Dalglish et il nous avait ouvert les portes et je m'étais retrouvé dans ce vestiaire où il y a les apprentis qui nettoient les chaussures des professionnels. Et ça marque. Tradition en Angleterre qui d'ailleurs existe à Canal également. Oui. Ben, j'ai moi-même nettoyé les chaussures. Oui, mais pas très bien quand même. Hein. 10 mars 97, Liverpool, Newcastle, c'est juste magnifique. Grégoire Margoton, Vincent Raduro nous font revivre ce match. On est bientôt parti pour ce match très très important. Il y a beaucoup de tension, de frisson et d'intensité à la surface de cette pelouse d'Anfield et dans les tribunes. Et on espère vivre vraiment un match semblable à celui de la saison passée, un des plus beaux matchs de la décennie. Ça s'est terminé par un 4-3 en faveur de Liverpool. C'est parti
avec le premier ballon pour Keith Gillespie. Voilà Roy Evans au centre, l'entraîneur de Liverpool. McManaman, repris par Batty. Il est comme d'habitude partout, David Batty. Un des plus grands chiens de garde du foot anglais, c'est clair. McAtee, il a bien réussi son contrôle, repique au centre, le centre, Fowler a laissé passer, frappe de McManaman, enroulé, la frappe de McManaman qui ouvre la marque, en pleine lucarne ou presque, Liverpool, après une petite demi-heure de jeu, mène à 0. Et ils l'ont trouvé l'ouverture finalement dans cette forêt noire et blanche, et ils l'ont trouvé avec le jeu à terre, avec d'abord ce superbe contrôle, c'est là aussi qu'ils font la différence les Reds, c'est qu'ils sont très techniciens. Et la superbe feinte de Fowler pour son copain, son ami McManaman qui marque ici un but donc tout à fait liverpoolien si on peut dire, puisque ça se passe à terre et c'est là qu'on arrive à trouver l'ouverture entre toutes ses jambes et la technicité des Reds parvient à faire la différence. Et Anfield qui chante. Ça y est, le COP a réveillé tout le stade. Cette fête partie jusqu'à la fin logiquement. Enjeu pour Patrick Berger. C'est quand même la domination enfin concrétisée pour les Reds qui continuent d'avancer. Oh, il est encore là, ça peut être terrible avec le deuxième but sur le poteau et la reprise de Berger de 0. C'est terrible pour Newcastle. D'abord le poteau de Fowler et Berger, 2 buts en 1 minute, c'est l'avalanche qui commence. Quel coup de massue sur Anfield, ou plutôt sur les joueurs de Newcastle. Ça ne pouvait pas être plus terrible pour les Magpies de Kenny Dalglish. Ils avaient résisté tant bien que mal jusque-là pendant une demi-heure. Ils avaient même montré qu'ils avaient une défense au-dessus de tout soupçon. Et puis là, ils craquent complètement à l'issue d'une balle perdue et d'une récupération ici même. Fowler qui encore une fois touche le bois, c'est vraiment pas de chance. Il a touché beaucoup de montants et de transversales ces derniers temps, mais heureusement Berger était là. Et Dalglish, il va falloir revoir votre plan tactique, faire rentrer quelques attaquants maintenant parce qu'il faut marquer tout simplement. McManaman, contact difficile entre Redknapp et Beardsley. Beardsley qui allait se plaindre à Monsieur Ray pour lui dire dis donc le jeune homme là-bas là. Qui se calme un tout petit peu. Et en plus ils se font des politesses. Mésentente entre Barton et Lee Clark. Il est parti Robbie Fowler. Le 3-0 et le premier but ce soir pour Robbie Fowler. Il est parti comme un dragster et les deux géants, Peacock et Albert, ne l'ont jamais revu. Ah là, c'est plus vraiment du jeu classique Liverpool avec une construction de balle très léchée. Là, c'est plutôt un long ballon admirablement dosé pour Robbie Fowler. Et cette fois-ci, il a vaincu le Canadien. Il n'a pas trouvé de poteau ou de transversal. Il a trouvé le but enfin. Il marque le 108e de sa carrière. C'est quand même pas mal, toute compétition confondue, bien sûr. Et voilà, 3-0. Que peut-on faire quand on s'appelle Kenny Dalglish, quand on se dit, bon, il me reste une mi-temps, qu'est-ce que je peux réorganiser dans mon équipe? Il va y avoir 2 changements, Vincent. Lee Clark et Peter Beardsley allaient sortir conjointement côté Newcastle et que Les Ferdinand ainsi que David Ginola vont les remplacer. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on réclamait aussi à la fin de cette première période. Il nous faut des attaquants du côté de Newcastle si on veut voir les Magpies rivaliser. Voici donc ces 2 attaquants. Et ce que vous entendez, c'est le prénom de Asprilla, Tino, plutôt la contraction du prénom Faustino, chanté par les supporters de Newcastle, évidemment. Le voici Tino, devancé par Wright, Albert. Gillespie. Il a une bonne frappe. Gillespie, l'erreur de David James, un petit peu d'espoir pour Newcastle qui revient un peu à la marque. 3-1 et il reste 20 minutes pour créer l'exploit. Et dans toute cette rencontre, il y aura eu une occasion timide de Ferdinand en début de seconde période et puis un but un peu chanceux sur un exploit personnel, peut-on dire, mais c'est vrai que cette balle elle est quand même assez difficile à maîtriser. Elle arrive très vite, elle rebondit juste devant lui, pratiquement elle rebondit dans ses mains. C'est assez difficile à capter, mais bon. Et un corner, tiens, pour Newcastle. Petit à petit, Newcastle fait son nid du côté de David James. Et les grands vont monter. Albert est là, Peacock est là, Watson est là.
S'il y a un deuxième but, il y aura 10 minutes de folie. La tête de Watson. A-t-elle rebondi sur la transversale ou sur la tête d'un Reds? Celle de Redknapp peut-être au départ. A-t-elle été déviée par David James ensuite? Oh, la transversale, oui. Là, il y avait Redknapp dans un premier temps. Et si, donc ça aurait dû être un corner, ce n'est qu'une sortie de but. Toujours 3-1 pour les Reds. Et la récupération de Ginola, le double contact, un petit peu à la Zidane. Allez, il l'attendait, c'était plein, il lui est revenu comme un cadeau ce ballon. David Ginola, elle est belle, l'ouverture vers Asprilla pour le deuxième but de Newcastle en pleine lucarne. Asprilla, il a eu une occasion, il la met au fond, il lui reste 2 minutes, pas plus, pour essayer d'égaliser. C'est la folie dans le COP de Newcastle. Oh, ce serait un retournement de situation extraordinaire. Et sur un ballon perdu par Redknapp, une balle exceptionnelle de David Ginola. Quel lancement du Français, mais aussi quel petit lob génial de Faustino Asprilla. Et on se demande comment Dalglish peut se passer plus souvent de David Ginola. C'est vrai qu'il est quand même plutôt décisif dans ce cas-là. Décisif tout autant, il l'est Asprilla. Et c'est vrai que maintenant, la fin de ce match va être folle. Et c'est maintenant Liverpool qui est regroupé devant son but. Et Monsieur Lerec n'a pas encore consulté son chronomètre. Le Palestino Asprilla. Égalisation de Newcastle. C'est extraordinaire à la dernière minute. Qui a marqué ce but? C'est Warren Barton. C'est Warren Barton. Le ciel vient de tomber sur la tête de David James. Et cette tribune qui explose. 3 buts partout. Le retournement de situation le plus extraordinaire de la saison à l'instant. Et décidément, ce match entre Liverpool et Newcastle à Anfield nous réserve toujours autant de surprises et de passion. Puisque qui aurait pu croire au début de cette seconde période, quand Liverpool dominait outrageusement, que Newcastle aurait pu revenir au score. Et là encore une fois, c'est en 1 minute pratiquement que l'une des deux équipes a marqué 2 buts. C'est passé entre les jambes de David James. Allez, c'est le rush des Rouges maintenant pour reprendre les 2 points que Newcastle vient de lui subtiliser. Et dans la presse demain, dans le Liverpool Echo, on va sûrement reprocher à Ray Evans de ne pas avoir fait rentrer au moins à 3-1 ou à 3-2 Stan Collymore. Centre de Bjornby, le 4-3 peut-être. Oui, extraordinaire, la tête de Fowler. Ce match rentrera comme son prédécesseur la saison passée dans la légende du championnat anglais. 4-3. Il n'y a pas de match ordinaire à Anfield, il n'y a que des matchs fantastiques. Et Robbie Fowler, qu'on n'avait pas beaucoup vu dans cette seconde période, le gamin de Toxteth, cette banlieue très populaire de Liverpool, donne le 2e but personnel pour lui, mais surtout le 4e but de ce match fantastique qui se conclut, qui va peut-être se conclure sur le même score que son prédécesseur que vous citiez à l'instant, Grégoire. Le COP a explosé. Et le petit Robbie Fowler, avec son timing parfait, vient mettre sa tête. 4-3 et à nouveau 3 points pour Liverpool. C'est un match exceptionnel. Il a pris tous les risques, petit taureau bondissant. Robbie Fowler, et en un instant on a cru que le public allait envahir la pelouse. C'est extraordinaire. C'est terminé. C'est terminé. La victoire de Liverpool à la dernière seconde. Le titre semblait peut-être terminé. En tout cas, la course au titre pour les Reds, elle est finie pour Dalglish, c'est sûr. Elle continue de plus belle pour Roy Evans grâce au front de cet homme, Robbie Fowler. Quel match! Scénario absolument incroyable, on se régale, ouais, on peut le dire. Petit tour en Allemagne? Bah pourquoi pas? Avec un beau Bayern Brême, Hervé, mais c'est surtout un moment clé de cette saison, c'était en 2004. Gros match, on est en fin de saison, ouais. Le Bayern reçoit le Werder de Brême. Au Bayern, il y a Lizarazu et Sagnol. Sagnol, je crois, est blessé ce jour-là. Et il y a 2 Français au Werder de Brême qui sont Mikou et Ismaël, qui sont devenus des grandes stars. Et alors là, c'est Brême qui est devant le Bayern. Le Bayern doit absolument gagner pour conserver une chance d'être champion. Brême peut éventuellement être champion ce jour-là. Et on a beau se dire que le Brême est un peu favori, dans l'histoire récente, il y a eu tellement de matchs en Allemagne, de fin de saison, où on se disait que le Bayern n'allait pas être champion, et finalement l'était, qu'on se disait que non, c'est pas possible que le Bayern ne soit pas champion. Et ça va être un gros match. On a envie de le voir, on a envie de le voir. 8 mai 2004, Bayern Brême avec Jean-Charles Sabatier et Olivier Rouillet.
C'est le titre de champion qui est en jeu aujourd'hui et contrairement aux années précédentes, le Bayern n'est pas du tout en position de force aujourd'hui. Aucun droit à l'erreur pour Vicente Lizarazu et ses coéquipiers pour espérer conserver le leadership. Mais vu le travail effectué par le Werder de Brême, eh bien, Uli Hoeneß, le manager général du Bayern de Munich, se dit que c'est une véritable montagne qui se dresse face au Bayern aujourd'hui. Il va falloir un petit peu plus de mouvement et c'est ce que demande Ottmar Hitzfeld. Johan Miku à la lutte avec Claudio Pizarro. Derrière, attention au contre qui est mené. Ballack qui va pouvoir écarter sur la droite. Hassan Salihamidzic à la lutte face à Schulz. Ballon qui est récupéré par Schweinsteiger. Et la frappe de Roy Mackay. Eh bien là voilà cette première occasion pour le Bayern de Munich. La remise de Schweinsteiger et la frappe de Roy Mackay qui passe à quelques centimètres de la cage d'Andreas Reinke. 17 minutes de jeu dans cette première période et forcing là un peu plus conséquent de la part du Bayern de Munich. Et Miku qui va pouvoir récupérer, on écarte sur la gauche avec Ailton. Appel de balle, il aura du soutien avec Tim Borowski. On préfère jouer dans la profondeur vers Klasnic. Intervention d'Oliver Kahn qui manque ce ballon. Et Klasnic qui marque l'ouverture du score pour Ivan Klasnic sur une bourde monumentale d'Oliver Kahn. Regardez ce ballon dans la profondeur d'Ailton. Il y a peut-être une petite gêne entre... Oh non, même pas, puisqu'il saute Vicente Lizarazu. Et quelle erreur de débutant pour Oliver Kahn qui permet à Klasnic d'ouvrir le score. Le Croate qui marque là son 13e but de la saison et qui profite de ce ballon relâché par un Oliver Kahn qui aura connu une annus horribilis à l'occasion de cette saison 2003-2004. Ottmar Hitzfeld, à qui il reste encore un an de contrat et dont certains pensent que cette saison 2003-2004 pourrait bien être la dernière pour lui, qui a connu absolument tous les bonheurs depuis 6 ans qu'il est ici au Bayern. Attention avec Johan Miku et le ballon au fond des filets. Le ballon au fond des filets sur un ballon merveilleusement dosé par l'international français. 10e but de la saison. Johan Miku qui porte le score à 2-0. Regardez cette balle remise par Frank Baumann qui avait vu la présence de Fabian Ernst. Petit ballon à destination de Johan Miku. Owen Hargreaves est bien trop loin du meneur de jeu du Werder de Brême, Et Johan Miku qui vient crucifier Oliver Kahn. 26 minutes de jeu ici au stade olympique de Munich. Et c'est un véritable coup de tonnerre. 2-0 pour le Werder de Brême. Hargreaves vers Vicente Lizarazu qui a des espaces et qui va pouvoir trouver un soutien avec Zé Roberto. Pizarro à la lutte avec Valérien Ismaël qui va pouvoir reprendre ce ballon. Baumann avec Borowski, 3 contre 2 à gérer pour le moment. Le retour en catastrophe de Owen Hargreaves. Ballon pour Ailton qui va venir fixer et frapper. 3-0 pour le Werder de Brême. 27e but de la saison pour Ailton. On parlait du coup de tonnerre il y a quelques instants. La déroute est là. Le Bayern de Munich est humilié. Une demi-heure de jeu, un peu plus. Et Ailton qui enfonce complètement les hommes d'Ottmar Hitzfeld. Et regardez sur ce ballon perdu par Claudio Pizarro, c'est allé très vite. Frank Baumann pour Tim Borowski. Owen Hargreaves est un peu court. Dans les pieds d'Ailton, ballon parfaitement enveloppé. Et Oliver Kahn, à 1 mètre de sa ligne, ne peut que constater les dégâts. 3-0 pour le Werder de Brême. Hargreaves, directement sur Borowski. Encore un nouveau ballon perdu par Owen Hargreaves. Pizarro qui vient se battre. Pas de position de hors-jeu de la part de Roy Mackay. C'était limite. Mackay face à Reinke. Et ça ne rentre pas pour le Néerlandais. Ils vont tout connaître aujourd'hui, les joueurs du Bayern de Munich. Absolument tout. Il est parti à la limite. Roy Mackay juste devant Valérien Ismaël. Et derrière, petit extérieur pied droit qui passe à côté de la cage du Werder de Brême. Ernst. Ça développe bien là pour le moment. La tête de Borowski un petit peu sur le recul. Ça permet la récupération de ce ballon pour le Bayern de Munich. Et ça c'est bien fait, ce décalage de la part de Roque Santa Cruz avec Hassan Salihamidzic. L'accélération. Santa Cruz qui va s'avancer dans la surface de réparation. Le centre. Deuxième poteau, la frappe. Et le but. Roy Mackay. 23e but de la saison. Et le Bayern qui revient à 3-1.
Et ça c'était bien fait, notamment de la part de Roque Santa Cruz qui a trouvé la solution avec Hassan Salihamidzic. Nouveau dédoublement de la part du Paraguayen. Petit centre en retrait qui trompe toute la défense du Werder de Brême. Et là rien à faire pour Andreas Reinke. Monsieur Steinborn qui vient de regarder son chronomètre. Oh, ce sont des moments importants que l'on est en train de vivre là sur cette pelouse du stade olympique de Munich. 90 minutes de jeu, le dernier ballon en possession des joueurs du Werder qui lèvent les bras. Le Werder de Brême est champion d'Allemagne 2004 grâce à une somptueuse victoire 3-1. Et là, 22e en 32 matchs pour les hommes de Thomas Schaaf. La 22e victoire donc du Werder de Brême, sacré champion d'Allemagne 2004. Ça vous plaît les lumières? Vous avez déjà demandé ça, non? Moi j'aime bien. Pour terminer, un beau match de Serie A entre l'Inter et la Roma, 6 avril 2003, avec encore une fois un scénario à rebondissement. On a vécu des grands matchs dans cette nuit de D2, deux Français titulaires à la Roma. Candela Dacour, Inter Roma au commentaire, Philippe Genin. Gabriele Batistuta sur le banc de l'Inter, c'est Vieri Recoba, la doublette d'attaque du côté d'Hector Cooper pour ce duel face à la Roma. Cannavaro, un ballon dans les pieds de Coco, le centre de Coco, le ballon repoussé par Aldaïr, la frappe d'Alvaro Recoba et la première intervention après moins de 5 minutes de jeu dans cette première période pour Ivan Pellizzoli, désormais titulaire dans les buts de la Roma à la place d'Antonioli. Recoba, Vieri, Alvaro Recoba, Christian Vieri encore, Cristiano Zaletti avec Recoba qui est passé, le pied d'Ivan Pellizzoli pour sortir ce ballon. Deuxième alerte pour la formation de Fabio Capello, une formation de la Roma qui n'a plus gagné depuis 10 ans ici à San Siro. Del Vecchio, Olivier Dacour, Emerson, recherche du soutien, il y a Totti qui est servi par Cassano, Totti qui tente sa chance et ce ballon qui passe au ras de la transversale de Francesco Toldo. Totti complètement retrouvé qui a offert 2 passes décisives à son adversaire du jour avec l'Italie, Christian Vieri la semaine dernière. L'Inter toujours en possession de ce ballon avec Recoba. Recoba s'infiltre, Recoba encore, Recoba est passé, la frappe de Recoba et ça se termine encore à côté de la cage d'Ivan Pellizzoli. Recoba très en vue, comme il le déclarait encore ce matin, c'est le président Moratti qui prendra la décision de mon futur. On attendra bien entendu la fin de la saison avec une Roma ici qui pousse. Totti face à Cannavaro, Totti s'infiltre, la frappe et ce sera à côté de la cage de Francesco Toldo. Comme au match aller, 0-0 à l'issue de cette première période où on a déjà vu beaucoup de choses. Et les colères de Cooper à l'entame de cette seconde période, le coup d'envoi qui va être donné par Pierluigi Collina. Ballon dans les pieds de Di Biagio. Biagio, Cordoba, la relance de Cordoba, tête de Lima, interception Del Vecchio. Cassano servi par Olivier Dacour. Totti, Cassano qui est passé, Cassano va peut-être frapper, la frappe de Cassano et l'ouverture du score après 23 secondes de jeu dans cette seconde période par le jeune espoir, le grand talent de la Roma, Antonio Cassano pour son 6e but de la saison, félicité par tous ses partenaires. Stupeur dans les travées de San Siro, la Roma mène 1-0 et la Roma qui bouscule un petit peu cette équipe de l'Inter. Attention à Vieri qui est servi par Di Biagio. Vieri face à Aldaïr. Vieri qui frappe et qui marque. L'égalisation 6 minutes après avoir encaissé le but de Cassano. Signé Christian Vieri pour son 24e but en 21 matchs de Serie A cette saison. Il égale ainsi son record de la saison 97-98. C'était avec le club espagnol de l'Atlético Madrid. Toujours présent Christian Vieri. Un but partout entre l'Inter et la Roma. Sous les yeux d'un Capello un petit peu médusé parce que son équipe tenait cette seconde période. Et attention à ses contres. Conceição face à Lima. Conceição, Recoba s'infiltre, Recoba résiste ici, Recoba toujours, le contre favorable, Recoba la frappe, le poteau et c'est rentrant pour Alvaro Recoba. Il Kino, l'Uruguayen de l'Inter qui donne l'avantage à la formation d'Hector Cooper. 59 minutes de jeu dans cette rencontre et un petit peu à la manière de Ronaldinho face à Guingamp, souvenez-vous, eh bien c'est tout en finesse, tout en force également qu'il est passé et qui permet
Alvaro Recoba à l'Inter de prendre l'avantage sous les yeux de Gabriele Batistuta qui a des fourmis dans les jambes. Attention à Zanetti qui centre. Il y a cette tentative de Vieri et Ivan Pellizzoli qui détourne le ballon face à Christian Vieri. Une tête à bout portant. Sauvé également Pellizzoli par Panucci. La relance de Francesco Toldo. Ça va loin pour Vieri, c'est un ballon mis en retrait par Aldaïr. Attention à Conceição le centre, il y a Vieri, il y a Emre, la frappe et le but. Le 3-1 grâce à Emre pour son 3e but de la saison. Belozoglu, Emre, le petit turc de cette formation de l'Inter qui est en train d'atomiser la Roma de Capello. Avec ce boulet de canon qui vient se loger au fond du filet de la Roma. Capello déçu bien entendu. 3-1, c'est terrible. Et les minutes qui filent dans cette rencontre avec Montella qui a fait son entrée. Il y a cette tentative ici de Lima qui est détournée par Francesco Toldo. Une frappe puissante, mais Toldo répond présent face au Brésilien Lima. Et le corner rapidement joué par Totti. Montella qui attend ce ballon peut-être avec beaucoup de confusion ici. Et ce ballon qui est poussé au fond de ses filets, non pas par Christian Panucci. On va le constater sur ce ralenti. Ballon de Marazzina. Il y a Montella, il y a Di Biagio qui emmène ce ballon du bras dans la cage de Toldo. Il reste 7 minutes à jouer. Capello y croit. La Roma également. Tout le monde est à l'attaque ici avec la tête de Francesco Coco Morfeo. Pressé par Vincent Candela. Candela, Montella, la frappe et le but. Signé Vincenzo Montella, l'aéroplanino de l'AS Roma qui inscrit son 8e but de la saison et qui égalise à la 85e minute. La joie des supporters de la Roma et Montella qui dépose ce ballon au fond du but de Toldo. Batistuta qui va faire son entrée pour ces 5 dernières minutes. Mais attention à la Roma et attention à Lima. Lima, Marazzina, ballon en retrait, il y a Montella qui s'infiltre, la frappe de Montella et le poteau qui vient sauver Toldo, Morfeo qui dégage ce ballon. Énorme occasion pour Vincenzo Montella, tout près ici de donner l'avantage à cette formation de la Roma. Et attention à la confusion ici avec Gabriele Batistuta pour son premier ballon et c'est un nouveau poteau qui vient sauver la Roma, cette fois Ivan Pellizzoli. Les arrêts de jeu pratiquement de cette rencontre, la maîtrise pour l'instant avec la Roma. Montella, la tentative et le ballon qui vient flirter avec la lucarne de Francesco Toldo. Montella qui n'aura joué qu'un quart d'heure dans cette rencontre, mais en tout cas qui aura montré de bien belles choses, tout comme la Roma. Coco pour un centre, on est dans les arrêts de jeu. Le temps additionnel, il y a Luigi Di Biagio, le ballon dégagé par Emerson et Pierluigi Collina qui siffle la fin de cette rencontre. Depuis 1994, la Roma n'avait pas obtenu le moindre point ici à San Siro face à l'Inter. L'Inter qui va céder du terrain face à la Juve. L'Inter qui jouera le derby milanais samedi prochain à 20h30 alors que la Roma accueillera au Stadio Olimpico les Parmesans étincelants en cette fin de saison en Serie A. Ben voilà. C'est pas déjà fini ici C'est le matin. Non. Si. Et on n'a pas vu ces 20 ans passer. C'était pas long. Hein. Incroyable. Non, pas du tout. Ça nous a rajeuni presque. Ouais. Mais c'est vrai que là, il va pas tarder à faire jour quand même. Faut qu'on rentre. Je me souvenais que c'était long, mais pas si long que ça quand même. Un petit mot pour terminer, juste en un mot. Nathalie. Non, c'était bien, franchement. Ouais. Ouais, je l'ai présenté 2 ans cette émission, c'est la plus grande fierté de ma vie, vraiment. Professionnelle, hein, je parle. Oui, parce qu'il y a tes enfants qui Oui, sont nés en bah, 99. bien sûr. Là, ouais. Pas tous en 99, je les ai étalés dans le temps. Hervé, un petit mot. Bah, je sais pas. Un Cher mot public, je ne t'oublie pas, cher public. Non, au revoir, c'était très bien. 6 ans, j'ai fait l'équipe dimanche. Que du bonheur. Pierre. Bah écoutez, quand on a lancé l'équipe dimanche, c'est vrai que je m'imaginais pas forcément que cette émission un jour fêterait ses 20 ans. Et comme j'ai bien l'impression qu'elle va fêter également ses 30, voire ses 40, voire plus, eh bien c'est qu'elle est sur de bons rails. Vous reviendrez ? Ah, absolument, je suis encore là. Pour les 40 ans moi, je veux bien pouvoir la tronche de Nathalie. Non, moi, je serais au frigo depuis longtemps. Hein. Je serais rangé depuis longtemps. Non, merci. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci Nathalie. Merci beaucoup Pierre. Merci Hervé. Merci à vous. Et il y en a un qui nous manque. Hein, quand même. Il y en a un qui nous manque, évidemment. Merci à vous tous. Merci de nous avoir suivis. Et le mot de la fin, évidemment, c'est pour lui. C'est pour Thierry Girard. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne nuit. Salut à tous.
L'équipe du dimanche avec Serge Blanco.